Pour commencer, je vais vous présenter, c'est Leslie McKenzie qui va donner la présentation, ce ne sera pas moi. Leslie a gradué de l'Université de McGill avec un bac en arts et géographie. Elle travaille chez Consortec depuis près de 15 ans. Son travail, son focus, en fait, c'est d'utiliser le traitement de données géospatiales dans un contexte d'automatisation des processus et d'optimisation des processus de données. Donc, l'agenda ici, on va commencer avec une courte introduction. On va vous montrer qu'est-ce que le traitement de données en utilisant l'info nuagique. On va dire aussi, on va vous montrer les questions à se poser et les éléments à prendre en considération lorsqu'on prend la décision de bouger ce processus vers l'info nuagique. Et ensuite, on va conclure avec une courte période de questions. Donc, à tout moment durant la présentation, si vous voulez, il y a à votre gauche une place pour poser des questions. Sinon, vous pouvez aussi lever votre main, baisser votre main. Donc, c'est à gauche du menu. Pour débuter, qui sommes Consortec? En fait, Consortec, on est en affaires depuis 30 ans. On offre des solutions d'intégration de données géospatiales, plus précisément. Notre focus est plus précisément les gouvernements et les municipalités. On a une équipe de plus de 10 experts qui sont tous pour le plupart certifiés dans FME. Puis on a réalisé plus de 100 projets de connexion entre les systèmes, puis d'autres automatisations de processus de données géospatiales. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Leslie commencer sa présentation. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de différentes tendances et des différentes options de comment utiliser l'info nuagique ou le cloud comme plateforme de traitement de données géospatiales. Alors, au lieu de présenter un projet, l'idée, c'est plus de présenter des types de considérations ou des idées ou quoi prendre en considération parce qu'actuellement, il y a différentes options pour aller dans le cloud avec nos traitements de données. C'est sûr que, alors, je vais commencer avec les questions initiales et comment on est venu à produire cette présentation. Je vais juste parler de c'est quoi le traitement de données. Dans ce cas-là, on va parler dans le contexte de FME. C'est sûr que traitement de données, ça peut se faire dans différents logiciels et différentes applications, mais en réalité, ça c'est le produit que nous on travaille avec. Alors, on va parler dans ce contexte-là, mais les considérations eux-mêmes, on peut penser à d'autres logiciels aussi. Alors, ça peut être un peu plus générique dans ce sens-là. Mais alors, juste pour mettre tout le monde en contexte, dans mon contexte, alors c'est quoi FME? Donc, ça, c'est juste un exemple de c'est quoi FME par Save Software. C'est une application qui nous permet de faire le traitement de données du ETL, donc est capable de transformer des données de toutes sortes de différents formats. En fait, plus que 350 peut-être proche de 400 formats maintenant. Alors, c'est une application qui nous permet de créer des flux de données visuellement, comme vous voyez sur l'écran. Et chaque boîte bleue qu'on voit, c'est un outil, un transformateur de données qui manipule les données d'une certaine façon, soit manipuler les attributs, manipuler la partie les géométries, tirer des données par le web, des choses comme ça. Et on parle aussi de FME Server. Donc, FME Server, ça nous permet à un niveau plus d'entreprise d'être capable d'automatiser le déclenchement de ces traitements. Donc, avec FME Desktop, je crée des processus et des flux de données, des traitements de données, des géotraitements. Mais avec FME Server, je les déploie à niveau entreprise. Donc, avec FME Server, je peux automatiser le déclenchement des processus, donc soit avec des tâches planifiées, soit avec l'API REST,
il y a différentes façons que je peux déclencher automatiquement des processus de données. Donc, d'où est venu l'intérêt? Comme on a trouvé que dans les dernières années, mais surtout dans la dernière année, on a eu plusieurs clients qui sont venus nous voir parce qu'ils avaient un intérêt à aller vers le nuage ou vers le cloud. Et alors, ça vient un peu du fait que dans la dernière année, le gouvernement fédéral a mis en place une stratégie pour l'adoption de l'info nuagique. Alors, j'ai juste mis le lien là si le monde sont intéressés, mais l'idée, c'est qu'il y a une plus grande ouverture. Alors, depuis cette ouverture-là, c'est sûr que là, le monde se pose la question, OK, on a le droit d'aller vers le nuage, vers le cloud. Alors là, le monde se posait, comment est-ce qu'on va le faire, par exemple? Alors, qui sont ces clients-là? Dans la dernière année, on a travaillé avec plusieurs clients, surtout au niveau du gouvernement. C'est des clients qui travaillent déjà généralement avec la technologie FME, donc c'est pour ça que c'est nos clients. Et qu'est-ce qu'ils font avec leur FME? Ils font la production, donc beaucoup de validation, intégration de données, la publication. Alors, des exemples peuvent être des groupes comme de Ressources naturelles Canada ou de l'Environnement Canada. Donc, Environnement Canada, par exemple, il publie beaucoup de données environnementales et il utilise FME dans le traitement de non seulement la donnée, mais les métadonnées aussi, par exemple. Et ils regardaient à comment est-ce qu'ils allaient bouger leur traitement existant dans le cloud. Donc, c'est déjà du monde qui sont connaissants des géotraitements, mais maintenant, ils veulent regarder à comment stratégiser ça dans le cloud. On a aussi des clients municipaux qui commencent aussi à avoir de l'intérêt. Par exemple, tranquillement pas vite. Beaucoup d'utilisation dans ce cas-là de ArcGIS Online. Alors, au niveau fédéral, c'est beaucoup de faire des traitements de validation et publication de données vers différentes plateformes, surtout dans les données ouvertes. Dans le municipal, on trouve que c'est beaucoup de publications vers ArcGIS Online et des plateformes de ce type-là. Alors, les clients nous posaient des questions, sont venus nous voir et j'ai mis ce graphique-là dans le slide parce que je trouve que tout le monde arrivait un peu avec leurs données dans leur valise et disait, OK, on est prêt, on a le droit, on y va, là, on va dans le cloud, comment faire? Mais la question est facile à poser, mais actuellement, la première chose, c'est que là, il faut poser quelques questions parce qu'il y a plusieurs options. Qu'est-ce que ça veut dire aller vers l'info nuagique avec nos traitements FME ou avec nos géotraitements? Et ça va nous aider à nous orienter dans c'est quoi nos choix. Alors, la première question qu'on a posée, c'est pourquoi? Parce que ça va nous diriger dans les prochaines questions. Alors, souvent, il y avait plusieurs raisons. Un, c'est éviter les TI, avoir plus de flexibilité d'architecture, offrir différentes options. Il y en a qui veulent économiser ou innover. Alors, ça dépend. Les raisons principales aussi peuvent avoir un impact sur les choix qu'on va faire. Et une des choses qu'on va voir, c'est que souvent, on revient à commencer plus petit et voir le besoin parce que ça nous amène à regarder nos géotraitements dans une différente lumière souvent. Une des choses qu'on avait remarqué aussi, c'est que les clients arrivaient et demandaient, qui peut tout nous aider à faire? Mais en réalité, on trouve que souvent, ça leur prenait une équipe d'experts parce que il va y avoir du monde qui sont très, très, très expérimentés à monter une plateforme sur Azure ou une plateforme sur Amazon, mais ne sont pas nécessairement des experts en géomatique ou des experts en Esri. On va voir du monde qui sont des experts en FME ou en Esri, comme par exemple, mais peut-être pas à monter des environnements TI dans le nuage, dans le cloud. Alors, en réalité, une équipe multidisciplinaire se formait naturellement souvent dans ce cas-là. Alors, si vous allez embarquer dans des projets de ce type-là, il faut souvent penser à peut-être on ne va pas trouver toute l'expertise dans une place. Peut-être ça va être plus d'aller chercher notre expertise à différentes places et de les mettre ensemble comme une équipe.
Et qu'est-ce que ça veut dire mettre mes géotraitements ou mes traitements FME dans l'infonuagique? Actuellement, il y a plus qu'une option de qu'est-ce que ça peut devenir. Alors, une option, par exemple, c'est monter un FME server. Donc, j'ai parlé de la plateforme entreprise de FME. On peut installer le logiciel sur une plateforme AWS ou Azure. Donc, on crée notre propre environnement, nos propres serveurs dans le nuage, comme des instances EC2 de Amazon ou des instances des machines Windows de Azure, et on installe notre logiciel. Ça, c'est une option. Il y a aussi FME Cloud. FME Cloud, c'est un software as a service, c'est une application sur abonnement. Je n'ai pas accès à la machine sur laquelle l'application est installée, j'ai juste accès à l'application et je paye à mon utilisation. Donc, c'est vraiment deux différentes façons de regarder à mettre nos données dans le cloud. FME Desktop, donc sans le FME Server, ça peut également être installé dans l'infonuagique. Je pourrais me créer des environnements Azure, et on a des clients qui le font, installer des FME Desktop sur une machine qui est dans le nuage. Et il y a aussi FME Server installé sur Docker. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est installé dans un environnement Docker, c'est nous permet d'avoir un environnement plus élastique. Mais de l'autre côté, ça peut être beaucoup plus compliqué à gérer et à installer. Donc, il faut toujours balancer les besoins contre la complexité de la solution. Alors, une des premières choses qu'on a remarqué, c'est que le monde nous arrivait, disait, on veut bouger nos traitements FME dans le cloud, comment faire? Mais pour être capable de choisir entre ces différentes options, comme les 4 que je viens de montrer, souvent, le monde avait besoin un peu d'éducation de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, actuellement, même juste comprendre le concept d'un logiciel en tant que service versus une plateforme en tant que service, donc un logiciel en tant que service comme FME Cloud versus le fonctionnement d'installer un FME Server ou un FME Desktop sur ma propre machine que j'ai montée dans Amazon. On commençait vraiment souvent là, comprendre les différences fondamentaux pour être capable d'aider le client à comprendre dans quelle orientation il voulait y aller. Une autre question, c'est que souvent, dans les raisons, le monde voulait de l'élasticité. Il disait, ben, on veut juste, c'est souvent avec l'objectif d'être capable d'offrir des services vraiment plus sur demande, plus pointus sur les besoins, qui répondent comme plus ponctuellement aux besoins. Et l'idée d'être capable d'éviter de payer quand on l'utilise pas, par exemple. Donc, l'idée d'être capable d'expansionner l'utilisation quand on veut et de rétrécir l'utilisation quand on n'a pas besoin. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup le concept qui attire beaucoup de monde à regarder les options dans le cloud. Mais il faut comprendre qu'est-ce que l'élasticité veut dire pour eux. Souvent, le monde a une grosse idée que ça va être la magie et ça va s'expansionner tout ça et rétrécir, mais ça prend une infrastructure pour monter ce type d'application-là. Donc, il fallait souvent demander qu'est-ce que ça veut dire, parce que ça peut simplement dire, ça peut dire un FME server avec Docker ou Kubernetes qui est la grosse élasticité, sauf qu'avec une grosse infrastructure à monter et à gérer. Mais ça peut simplement être, j'utilise FME Cloud et j'allume et je ferme mes machines quand j'en ai pas de besoin. Et ça, c'est une forme d'élasticité aussi. Je paye pas, je paye juste pour mon espace disque et je paye plus le service de l'application quand il n'est pas allumé. Donc, l'élasticité, ça peut dire différentes choses pour différents groupes et c'est important de déterminer parce que quand on entend le mot élasticité, ben souvent au début, on partait avec OK, ben là, ça va prendre Docker et on est tout excités parce qu'on va monter une grosse affaire, mais c'est pas nécessairement ça le besoin. Alors, voici un exemple j'ai cité l'exemple dans
dans le diapositive ici, si vous voulez lire cet article de blog de Safe, où ils ont fait un test d'utiliser Docker pour créer un traitement élastique. Mais on voit que monter ce type d'environnement-là, ça peut impliquer plusieurs comme composants d'architecture et ça peut amener une certaine complexité. Alors, dans ce cas-là, on peut voir qu'on a Docker, on a FMR Server et qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'un workspace FMR déterminait combien de machines à partir. Les machines étaient allumées automatiquement. Les processus ont exécuté et quand les processus ont tout terminé, les machines se sont fermées automatiquement aussi. Alors, cet exemple-là, c'est un intéressant exemple d'élasticité. Donc, si j'ai une grande organisation avec beaucoup de géotraitements, ça peut être intéressant parce que je pourrais sauver sur mes ressources. Et souvent, le temps que je sauve, c'est vraiment plus dans mes... plus dans l'infrastructure que je ne paye pas quand je l'utilise pas, par exemple. Alors, il y a différentes considérations dans le choix d'une solution. Donc, on va regarder quelques-unes de ces considérations-là. Qu'est-ce qui va être transféré dans l'info nuagique? Donc, dépendant du client, c'était différentes choses. Parfois, c'est juste un projet. C'est que moi, je veux avoir un service de téléchargement de données et ce projet-là va vivre dans l'info nuagique. Ça, c'est très différent que d'autres clients qui veulent bouger toute leur infrastructure dans l'info nuagique. Si je bouge toute mon infrastructure dans l'info nuagique, je veux dire que je monte mes données, mes applications, mes environnements desktop pour mes usagers. Je bouge toute mon infrastructure dans l'info nuagique. Alors, souvent, ça va être une plateforme Azure ou une plateforme Amazon montée avec un environnement. Ou est-ce que c'est vraiment juste quelques applications? Et quand on pense à ça, il y a une différence entre monter toute mon infrastructure, j'installe mes BD, je crée un réseau, je crée toute mon infrastructure TI, versus je vais choisir des applications SaaS et toutes les connecter ensemble. Donc, les architectures peuvent avoir l'air très différentes les unes de les autres, dépendant de qu'est-ce que ça veut dire. Et pour nous, c'est important à poser comme question parce que ça va nous aider à diriger est-ce que j'utilise un FMR Cloud qui est un SaaS ou est-ce que je m'enligne avec un FMR Server ou desktop installé dans l'environnement que sont en train de monter. Azure versus AWS. La plupart du temps, quand nous, on travaillait avec des clients qui nous venaient pour des référencements sur l'information sur le nuage, ils avaient déjà décidé, s'ils bougeaient vers une plateforme dans le nuage, souvent, c'était déjà décidé si c'était Amazon ou si c'était Azure. Et ça, c'est les deux principaux qu'on voit généralement parmi nos clients. Alors, quand ils bougent leur infrastructure dans le nuage, s'ils n'ont pas décidé encore, ça peut être intéressant de regarder si vous faites beaucoup de géotraitement et c'est surtout ça que vous allez faire. FME a beaucoup de transformateurs et d'outils dans leur plateforme entreprise qui s'intègrent naturellement avec la plateforme Amazon parce que FME Cloud est monté dans Amazon lui-même. C'est sûr que qu'est-ce qu'on voit dans la dernière année, c'est que Safe commence à ajouter beaucoup plus de support pour Azure parce qu'on voit beaucoup de clients, surtout dans le municipal, s'enligner avec Azure aussi. Donc, on voit vraiment les deux. Une autre considération, c'est dans la configuration, c'est que souvent, on pense à acheter quelque chose comme FMR Cloud, mais il faut penser que actuellement, j'ai besoin de tout un écosystème d'applications dans le cloud pour héberger ma solution. Donc, ça, c'est juste pour donner une idée d'une application montée dans le cloud. Donc, avant, j'ai parlé d'Amazon et Azure. Ça, c'est le monde qui veut monter vraiment toutes les plateformes. Ici, ça, c'est quelqu'un qui a monté une application de type Clip, Zip and Ship, donc de téléchargement de données. Et comment qu'on peut voir que souvent, ça va être vraiment comme plusieurs applications toutes reliées ensemble dans le nuage. Donc, ici, on voit que actuellement, j'ai un environnement AWS
Et dans mon environnement AWS, j'ai une base de données PostGIS, j'ai un bucket S3, ça c'est de l'emplacement pour un entrepôt de données, donc j'ai les orthophotos. Et j'ai du FME Server ici, du FME Cloud, et le FME Cloud, et j'ai un autre serveur web. Donc, l'usager a une page web, il fait une demande, ensuite la demande est envoyée à FME et FME retire les données. Donc, pour être capable de monter mon système de téléchargement dans le cloud, il faut penser que j'ai besoin d'une place pour héberger mes données, héberger ma page web, mon FME Cloud. Donc, souvent, une solution montée dans des SaaS, ça va être monté avec plusieurs composants. Les considérations de données. Où sont les données? Est-ce qu'ils sont à l'interne? Est-ce qu'il y a des ports à ouvrir, des ports feu, des proxys? Si j'utilise une application comme FME Cloud, c'est un SaaS, alors là, il faut que je donne accès à cette machine, à cette application-là, à mes bases de données internes. Ça va prendre des ports à ouvrir, des accès à des adresses IP données. Alors, il y a des considérations TI à prendre. Est-ce que j'ai une base de données qui va être hébergée dans le nuage? Est-ce que j'ai des fichiers? Est-ce que je vais déplacer mes fichiers vers une place sur le web comme Amazon? Donc, souvent, il faut repenser aussi à la façon qu'on créait des applications traditionnellement et repenser à utiliser des outils plus dans le nuage pour les faire. Comme par exemple, au lieu d'avoir un répertoire quelque part accessible via un serveur web, ben, peut-être je vais utiliser un bucket S3 de Amazon. Donc, je vais avoir un répertoire disponible via un service. Donc, souvent, il faut repenser à nos infrastructures. Donc, si j'ai mon projet de géotraitement, il faut repenser des fois, est-ce qu'il faut changer des composants que j'utilisais dans ma solution pour les moderniser vers le cloud. C'est sûr que si les données sont déjà dans le cloud, une application comme FME Cloud, ça donne bien parce que toutes les applications sont dans le nuage. Si j'ai des applications qui sont internes versus externes, il faut que je pense à la donnée va toujours être transmise dans les deux sens peut-être, et ça, c'est des considérations à faire aussi, à prendre aussi. J'ai aussi des considérations de traitement. Les géotraitements, ça peut avoir différentes significations, comme par exemple, je peux avoir des géotraitements très complexes avec beaucoup d'étapes ou des géotraitements qui se font sur des images matricielles ou des nuages de points lidar et ils ont besoin de beaucoup de mémoire et des processeurs qui sont très rapides, ou je peux avoir des très petits traitements qui ne prennent pas beaucoup de mémoire, mais il y en a beaucoup. Alors, ça peut être des traitements peu fréquents ou ça peut être des traitements fréquents. Je dois prendre toutes ces choses sous considération. Alors, dans ce cas-là, je peux avoir aussi de nombreuses petites transformations. Donc, des géotraitements, ça peut être aussi simple que retirer des demandes de Salesforce qui ont des latitudes, longitudes et que je vais les pousser vers ArcGIS Online sur le web. Mais il y en a comme des centaines par jour, par exemple, ou des milliers, ou ça pourrait être un API vers un autre. Donc, je retire des données d'une application géospatiale ou ça peut être une application en temps réel, par exemple. Alors, ça, j'aurais besoin de beaucoup de processeurs, mais des petits processeurs versus des traitements LIDAR que peut-être j'ai besoin de beaucoup de mémoire. Alors, j'ai besoin de plus de ressources dédiées à chaque traitement. Des considérations de logiciels. Donc, si je pense à une application SaaS, je n'ai pas accès à la machine en arrière des scènes. Alors, si je pense à FME Cloud, c'est une application qui est sur Linux. Alors, je ne suis pas capable d'installer des logiciels tierces. Donc, si j'ai des géotraitements qui ont besoin des composantes extra ou des applications tiers parties,
peut-être FMR Cloud ne va pas être le choix dans ce cas-là. Ça serait peut-être plus un choix d'un FMR Server sur une machine dans le cloud ou dans le nuage. Considération de coût et de licence. Alors, abonnement ou propriété. Donc, si je pensais à une situation très élastique, on est souvent en avance des choses. Souvent, les licences ne sont pas déjà nécessairement adaptées à avoir beaucoup de flux dans le nombre de licences que j'utilise. Donc, alors, si j'imaginais une situation sur Docker, il faut que je pense à combien de licences est-ce que je pourrais avoir besoin, et on est peut-être dans la place où les types d'abonnements disponibles ne sont pas nécessairement prêts pour le type d'utilisation. Une autre considération dans les coûts, c'est que quand je veux comparer mes coûts d'un FMR Server, par exemple, versus FMR Cloud, il faut considérer le fait que FMR Cloud vient sur une infrastructure qui est fournie pour moi aussi. Donc, il vient sur une instance EC2 d'Amazon installée dans l'emplacement que je veux, donc admettons Nord-Amérique ou au Canada ou aux États-Unis. Mais je ne peux pas... mais si je compare le coût d'FMR Server, il faut que je considère le coût d'héberger mon FMR Server sur une machine, parce que sinon, je compare pas les mêmes choses avec les mêmes choses. Donc, ça, c'est des choses qu'il fallait prendre en considération. Frais de stockage et de transfert de données. Donc, souvent, entre les applications infonuagiques, il peut y avoir des frais non seulement pour héberger des données, donc des frais pour le stockage de données, mais on peut avoir aussi des frais pour le transfert de données. Donc, si j'ai beaucoup de données, je vais peut-être vouloir considérer où ça peut être plus ou moins cher, parce que différents types de services peuvent être plus ou moins cher. Comme par exemple, un service Azure Block Storage va être peut-être moins cher que augmenter mon disque dur de mon FMR Cloud, parce que c'est une instance EC2 et pas une instance de place de stockage de données. Donc, ça peut impacter mon infrastructure et je peux considérer différentes options dans mes coûts. Il y a aussi des coûts pour la gestion. Donc, souvent aussi, il faut considérer que les applications dans le nuage, il y a une certaine gestion. Si je prends des systèmes qu'ils ont gérés, c'est qui installe les patchs sur, si j'ai une machine Windows dans Azure, par exemple, est-ce que c'est une machine Azure qui est gérée par un service? Alors, j'ai aussi des frais de maintenance de mon infrastructure. Donc, il faut considérer ça dans les coûts aussi. Alors, ça, c'est un exemple aussi, comme il peut avoir, même dans l'exemple des abonnements. Donc, les exemples des abonnements, je paye juste pour mon utilisation. Alors, c'est très attirant dans certains cas, mais même là, je peux avoir des choix annuels ou des choix à l'heure. Et même là, il faut des fois faire un exercice de calcul. Comme par exemple, on avait un client qu'à un moment donné, on voulait juste exécuter des machines de développement dans le cloud qui exécutaient de 8 heures à 5 heures. Donc, la moitié, même pas la moitié de la journée, vraiment, comme 8 heures sur 24. Et si on regarde le prix de FMR Server, le prix de FMR Cloud sur l'année, si je prends un abonnement par année, je peux exécuter ma machine 24 heures sur 7 et je peux sauver beaucoup d'argent. Mais de l'autre côté, c'est actuellement moins cher de prendre le forfait horaire et juste payer mon 8 heures par jour. Alors, faire ces calculs-là, ça peut valoir la peine. Je vais juste aller un peu plus vite parce qu'on va manquer du temps. Gérer la taille de ressources sur FMR Cloud, qu'est-ce que je dois acheter? Donc, une des principales questions que le monde me demande, c'est qu'est-ce que je dois acheter? Et honnêtement, parfois, je dois leur demander, il faut vraiment considérer la quantité de données que vous voulez transférer et un peu à quelle vitesse. Parce que je pourrais avoir, maintenant que j'ai comme toute la latitude du nuage, je peux avoir comme 10 machines qui processent en même temps, ou je peux avoir une qui va prendre 2 semaines.
il faut considérer les calculs dans ça. Donc, ça prend un peu de volumétrie dans les données. Donc, ça prend un peu une idée de combien de volume de données que je veux bouger pour être capable de faire ces calculs. Donc, souvent, je donne le monde l'idée de, ben, c'est comme la formule de distance et de temps et de vélocité. Si je connais la distance et le temps, je peux calculer la vélocité, par exemple. Si j'en ai 2 des 3, je peux calculer l'autre. Alors, il faut un peu avoir une idée de comment vite est-ce que je dois rendre mes services et combien de données je vais traiter pour être capable de dire combien que ça va coûter dans ce sens-là. Alors, un autre exemple, je vais juste sauter celui-là. Je vais prendre un exemple qu'on a fait l'exercice. Alors, c'était un exercice haut niveau pour regarder comment on allait transférer ce client-là, qu'est-ce qu'il pouvait choisir comme option dans le nuage. Donc, on avait vraiment regardé à sa situation, le type de géotraitement qu'il faisait, et ensuite, on l'a comparé aux 4 options que j'avais mentionnées tantôt. Donc, eux autres, il y avait des traitements FME desktop gérés avec Python qui faisaient à peu près 40 heures de géotraitement par semaine. Ils utilisaient une base de données Esri Enterprise. Et les données sont fournies à chaque semaine à leur clientèle. Donc, ils produisent des données pour des clients internes et le public. Donc, il fallait aussi considérer vers où ils voulaient s'en aller. Alors, ils voulaient être capables d'offrir les données plus fréquemment qu'une fois par semaine, par exemple, éventuellement, et être capable d'éventuellement offrir d'autres options de téléchargement sur la volée. Au lieu d'avoir à précalculer tous les packages de données possibles, d'avoir certains packages disponibles, mais avoir d'autres options pour des cas plus particuliers, mais où on ne voulait pas avoir 10 heures de géotraitement par semaine pour des très peu de personnes qui étaient intéressées à ce format. Donc, on a évalué les options. Donc, j'ai juste mis sur une diapositive ici comment est-ce qu'on a évalué ça. Donc, si je commence avec celui en bas à droite, FME Server sur Docker ou Kubernetes pour 40 heures de processing par semaine, c'était trop compliqué parce que ça prend vraiment un environnement monté avec Docker et des personnes qui connaissent ça. Alors, ça va complexifier leur situation trop, considérant qu'ils font juste 40 heures par semaine de géotraitement. On a regardé FME Cloud. C'est intéressant, mais il faudrait ouvrir des accès aux sources de données. Ça pourrait être compliqué vu que c'est juste un SaaS. Alors, il faudrait réarchitecturer aussi certains des processus, puisqu'ils utilisent des lecteurs de données qui requièrent des applications tierces parties. Mais c'est sûr que c'est super facile à déployer et c'est intéressant plus tard pour le clip Zip and Shift. FME Desktop sur Amazon, sur une machine AWS. Ça serait l'option le plus simple, mais ça ne nous donne pas de la latitude à vraiment offrir des nouveaux services dans le futur. Donc, on prend qu'est-ce qu'on a et on déplace vers le nuage. Et ça, c'est si on déplace toutes les sources de données, toutes les destinations, on était capable de juste prendre qu'est-ce qu'ils ont et le mettre dans le nuage. Mais ça, c'est dans un contexte où ils vont déplacer toute leur infrastructure, pas juste leur FME, mais leur source de données, leur destination, puis tout. Et ou FME Server sur une machine AWS, encore une fois, ça nous donne la permission de connecter à nos applications tierces parties. Ça donne la possibilité de déployer des traitements en tant que service web. Donc, les possibilités d'avoir des services de téléchargement sont là. Donc, on voit qu'il y a des options intéressantes dans tous les différents contextes et ils ont chacun leurs avantages et chacun leur challenge. Alors, merci pour rester. J'ai pris un peu plus longtemps, mais c'est juste en conclusion, transférez vos données dans le traitement de l'info nuagique. Alors, les choses qu'on a vues, ça prend un peu d'éducation, comme vraiment comprendre le concept entre les applications sur demande, les SaaS, versus monter une infrastructure. Souvent, il y a un mix de différents joueurs d'expertise et qu'il faut rassembler ensemble et ensuite, honnêtement, entourer le monde d'une équipe. Ça pourrait être intéressant parce que même si on prend quelqu'un qui est super rodé dans le nuage,
Et là, des fois, ils veulent faire des traitements avec des nouveaux outils qui sont intéressants, mais peut-être pas dans le meilleur intérêt parce que c'est pas des outils géomatiques. Il y a toutes sortes de considérations dans ça. Et ensuite, il y a toutes les considérations à prendre. Donc, l'infrastructure, les données, les logiciels, les besoins en traitement, comment calculer les coûts et les licences, la sécurité. On n'a pas parlé vraiment beaucoup de la sécurité, mais ça, c'est une considération aussi. Si je monte mon environnement sur Azure, sur AWS, je dois quand même avoir un environnement monté en sécurité. L'élasticité, qu'est-ce que ça veut représenter vraiment? Et voulez-vous être un innovateur? C'est pas toutes les organisations veulent nécessairement être à la fine pointe de ces choses en technologie, parce que souvent, il y a des choses à apprendre. Si vous êtes un petit groupe, peut-être c'est actuellement pas dans le meilleur intérêt d'être dans les plus, dans les premiers, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des choses à apprendre, par exemple. Tandis qu'un autre groupe qui a beaucoup de staff et beaucoup de capacités, peut-être eux autres, ils ont la place pour être dans les premiers, par exemple. Alors, ça conclut un peu les choses qu'on a appris la dernière année avec nos clients dans le contexte d'aller vers le nuage avec nos géotraitements. Et j'espère que ça vous donne des idées à les choses à considérer et à qu'est-ce que le monde a trouvé à date. Merci beaucoup. Donc, merci Leslie. Si vous avez des questions, là, je m'excuse, on a vraiment dépassé le temps. Mais si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec Leslie. Voici son adresse courriel. Je vais aussi la mettre à ce moment même dans le chat. Donc, s'il y a quoi que ce soit, je vous invite à communiquer avec nous. Merci beaucoup.